passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre Non, oui, pour moi, oui. de Zineb Souleimani. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride, un espace qui aime sonder les sonorités du monde. Della mostra dell'artista francese Théo Mercier che è qua con noi. Nous sommes à la Villa Médicis à Rome, lieu de résidence et de soutien à la création qui favorise la porosité entre les médiums. Lieu qui abrite une histoire chargée et un patrimoine à conserver, mais un lieu qui invite aussi des artistes contemporains à faire dialoguer son histoire avec un présent tourmenté. L'invitation est faite à l'artiste plasticien Théo Mercier, qui signe l'exposition Bad Timing 10 ans après avoir été lui-même pensionnaire à la villa. Théo Mercier écrit ses narrations avec et grâce au lieu qui abrite ses installations. Comment alors composer des installations avec les contraintes d'un lieu comme la Villa Médicis ? Comment l'architecture de la villa peut-elle être une alliée sans écraser ? Comment réactiver les réserves et faire dialoguer les époques ? Comment questionner l'existant pour lui faire dire ce qu'il n'a pas encore dit ? Comment créer sans produire ? Comment, avec un geste maximal, avoir un impact raisonné ? Comment créer des installations de l'éphémère et non de la spéculation ? Ce sont là quelques-unes des questions qui ont habité Théo Mercier et son équipe pendant tout le processus de résidence et de création. Un épisode pour tenter de répondre à quelques-unes de ces questions. Théo Mercier est mon invité dans le 48e épisode du Beau Bizarre. Théo Mercier, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation dans Le Beau Bizarre. Vous êtes artiste plasticien et metteur en scène. Et aujourd'hui, nous nous rencontrons à la Villa Médicis à Rome, où vous présentez votre dernière exposition Bad Timing, 10 ans après y avoir été vous-même pensionnaire. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir dans ce lieu chargé par son histoire et sa fonction, et devoir écrire avec lui cette nouvelle proposition ? Effectivement, le temps passe vite. 10 ans... Disons déjà, c'est un lieu important dans mon histoire d'artiste, un lieu que j'aime et que j'aime pas à la fois. C'est un endroit d'amour et de conflit, mais donc je suis très content d'y revenir et d'avoir la chance de pouvoir travailler la matière même des murs, des espaces, des jardins, et de pouvoir je ne sais pas si c'est régler mes comptes avec le lieu ou avec l'histoire, mais en tout cas, c'est un vrai endroit de discussion avec le bâtiment, sa fonction, son architecture, son histoire. Et donc je suis très heureux en fait d'être de retour ici, et c'est un beau projet de réconciliation. Pour vous, justement, le lieu est toujours un point de départ, je crois, dans chaque nouvelle question ou nouveau projet que vous portez. Quelle a été justement l'inspiration soufflée par la Villa Médicis dans ce bad timing, on pourrait dire ? Ouais, cette question du bad timing, elle est vraiment bad timing de quel timing on parle, de quel time on parle. Est-ce qu'on parle du passé, du présent, du futur ? À quel moment ne s'est pas fait la rencontre, ou à quel moment la rencontre a été ratée ? Est-ce que c'était hier, aujourd'hui ou demain, ou peut-être les trois ? Donc ça vient. Ce titre, c'est presque plus une question en fait. Pardon, pour revenir à votre question, qu'est-ce que m'a soufflé le lieu ? Effectivement, moi je travaille véritablement à la manière presque d'un médium, on dirait, ou en tout cas d'un censeur de fantômes, ou j'essaye avec mon équipe d'atelier, on produit depuis pas mal d'années sur place, donc on vient s'installer dans les lieux qui vont héberger le travail. Et une des nécessités de cette manière de produire, c'est que moi j'ai besoin véritablement d'écouter l'endroit qui m'accueille et d'essayer de sentir en fait quel est son fantôme, quelle est son image fantôme d'une certaine manière. Et mon travail va être
celui d'un révélateur presque, de quelque chose qui existe déjà. Surtout quand on a affaire à des lieux historiques très chargés de belles et de moins belles histoires, en tout cas d'histoires. Donc voilà, c'est presque de révéler quelque chose qui existe déjà ou qui va exister ou qui est en train de se passer. Donc c'est très important pour moi que ce qui est montré là ne fasse sens en fait qu'ici et qu'il ne soit pas vraiment déplaçable et que ce soit dans cette démarche-là, que ce soit un travail presque assez performatif aussi, et même si c'est de la sculpture, qui peut exister que ici et maintenant. Et ces pièces qu'on voit là, même si elles sont très solides, très construites, très, très sculpturales, très lourdes, en fait, elles n'ont pas d'autre pérennité, une pérennité plus longue que celle de ces 3 mois d'exposition à la Villa. On va faire ensemble un petit tour rapide de l'exposition Bad Timing. C'est une exposition c'est un projet plutôt que j'ai réalisé avec l'équipe de mon studio, composée de Céline Péchet et de Rémi Gobert. Tout a été produit sur place, donc c'est un projet révélateur de nos préoccupations de production. Je vais surtout vous parler aujourd'hui de comment les choses ont été fabriquées, plutôt que de quoi elles parlent, parce que je pense que ce qui est présenté, ce que vous allez découvrir est plutôt bavard et généreux, et je pense se passe de mes mots. Mais ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est la manière dont il a été fabriqué. Justement, de plus en plus dans votre travail, des questions écologiques sont à l'œuvre. Dans votre dernier projet Outre-Monde, présenté en 3 chapitres entre Avignon, Zurich et Paris, vous avez utilisé le sable comme matière à sculpter, comme paysage narratif fort à travers les différents chapitres déclinés. Et avec le temps, l'érosion était à l'œuvre jusqu'à ramener la matière à son état brut. Et par le choix de cette matière, vous aviez conscience qu'il s'agissait d'une sorte d'emprunt, le temps de l'exploitation, et qu'à l'issue, la matière allait retrouver sa carrière, inscrivant ainsi votre geste dans l'éphémère et non dans la spéculation. Comment cette idée a pu être à l'œuvre dans ce nouveau projet Bad Timing, justement ? Effectivement, on a la chance d'être, j'ai la chance d'être un artiste qui voyage beaucoup, qui a beaucoup d'occasions de produire du travail. Moi, je suis quelqu'un qui travaille sur la matière, sur des grands formats, sur le décor, sur la scénographie. Donc j'ai besoin, je suis pas un artiste minimal du tout, j'ai besoin de beaucoup de choses, de beaucoup de savoir-faire, de beaucoup de choses. Et du coup, ça part un peu. La question est comment je peux continuer à explorer et à développer mon geste dans le monde abîmé qu'est le nôtre, qu'on connaît. Donc de plus en plus, effectivement, émergent des questions de production. Et c'est devenu vraiment un sujet au cœur de l'atelier de la compagnie, c'est comment, en tant qu'artiste, on produit les choses, en fait. Et vu que je parle beaucoup de lieux chargés, d'objets chargés, et moi-même, genre de quoi je charge ce que je fais. Donc c'est ce qui m'intéresse de plus en plus. Évidemment, la partie visible me passionne, mais la partie invisible prend tout autant de place dans l'imaginaire des projets. Et donc là, ce projet, ce chapitre-là, Bad Timing, vient effectivement à la suite de la trilogie Outre-Monde et de cette question de l'empreinte matière. Mais comme je vous disais tout à l'heure, en fait, j'invite le visiteur à assister juste à un moment de la matière. On interrompt son cycle d'une certaine manière, ou en tout cas on vient le hacker pour proposer un moment de cette matière, et après la matière repart d'où elle vient. Donc dans le cas d'Outre-Monde, le sabre retourne à la carrière. Dans le cas de Bad Timing, les réfrigérateurs, les vieilles machines lavées repartent à la déchetterie, les voitures repartent à la caisse automobile, les emprunts de marbre ou de plâtre repartent dans leurs réserves de musée ou de la Villa Médicis. Donc c'est vrai d'essayer d'un peu de désencombrer le monde de ma fabrication. C'est un peu un travail qui est pas facile, parce que moi j'ai cette envie de fabriquer. Et maintenant c'est plutôt de questionner l'existant, en fait, et de se dire, il y a tellement de récits qui n'ont pas encore été racontés avec ce qu'on a déjà, et qu'en fait le monde, c'est ce que ne manque pas de grand-chose. En tout cas, notre monde fabriqué ne manque pas de grand-chose. Donc du coup, c'est presque plus de revaloriser. C'est un endroit de revalorisation, de remise en lumière sur des choses
des fois un peu qui appartiennent plus à l'ombre ou à un endroit un peu déclassé. Voilà, alors comme je commençais à vous l'expliquer, donc c'est un projet qui a été pensé, qui a été fabriqué ici à la Villa ces 2 derniers mois et qui a été pensé pour l'architecture. Comme souvent depuis quelques années, on travaille sur des gestes qui sont d'une certaine manière la continuité des architectures qui nous invitent. Donc c'est très important pour nous de venir s'installer dans le lieu et d'essayer de comprendre sa dynamique, ses règles, sa lumière, son odeur. Donc pour chaque installation que vous allez voir, j'ai essayé de ne pas imaginer une exposition, mais plutôt plusieurs scénarios, des scénarios d'architecture. Une autre chose assez fondamentale dans ce projet, c'est que tout ce que vous voyez, en fait, provient d'une technique d'emprunt. Notre volonté est d'avoir un geste maximal, mais un impact minimal. C'est-à-dire, on fabrique peu de choses, mais plutôt on réunit des choses du monde. Là, par exemple, ce que vous voyez, donc c'est assez évident, c'est des pièces d'électroménager qu'on a trouvées sous les ponts ou dans des décharges sauvages à l'extérieur de Rome, et des pièces de la collection de la Villa Médicis. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de réunir ici des objets qui sont relégués à l'extérieur de la ville, qu'on ne veut plus voir, qu'on cache, et des objets qui sont situés au cœur de nos villes et on paye pour les voir. Donc c'est voilà, ce à quoi on va assister, c'est d'une certaine manière une sorte de rencontre entre 2 rapports aux objets complètement opposés. Nous, c'est très important pour nous qu'à l'issue de ces 4 mois d'exposition, tout retourne d'où ils viennent. Donc les frigos retourneront à la décharge, les voitures retourneront à la caisse automobile, les plâtres retourneront dans leur gypsothèque ou dans leur réserve. Donc c'est voilà, comment aussi ériger des moments, des sculptures de l'instant. Donc c'est un aspect assez performatif de la sculpture, au final. Parce que moi, je suis sculpteur et metteur en scène. Donc c'est vrai, cette question de l'instant, même si on fait des gestes très forts, très solides, très physiques, ils ont aussi quelque chose qui est juste du moment. Donc ces sculptures, vous pourrez les voir que ici et maintenant. Je vais vous inviter à aller dans la citerne qui Alors l'exposition Bad Timing est déclinée en plusieurs installations qui révèlent justement des espaces importants ou secrets de la villa dans une narration très connectée à l'architecture du lieu. Je pense notamment à la citerne mais aussi à la gypsothèque qui ne sont pas des espaces dont l'accès est immédiat. Dans l'espace de la citerne par exemple, vous avez créé ces installations hybrides faites d'objets récupérés. Ces pièces électroménagées dont l'obsolescence a été programmée en présence de ces moulages qui activent comme ça la présence humaine. Quel imaginaire chez le visiteur ou la visiteuse que vous vouliez convoquer dans cet espace humide et frais qui peut aussi contraster avec le climat extérieur? Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, mais la question un peu des coulisses du monde m'intéresse et de naviguer toujours entre la lumière et l'obscurité. Je crois que ce projet-là, j'en parle aussi comme il parle d'un imaginaire de la ville aussi et de nos relations aux objets. Quels sont les objets qu'on veut que l'on veut voir, que l'on veut préserver, que l'on veut sublimer, mettre en lumière? Quels sont ces objets pour lesquels on est prêt à payer pour voir? Donc les musées, les objets qui contiennent nos musées par exemple, qui sont au centre de la ville, qui sont en pleine lumière, et tout ce qui est poussé à l'extérieur de la ville, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut plus voir, pour lesquels on est même prêt à payer aussi pour ne plus les voir. Et du coup, là, c'était aussi un endroit un peu de remise à plat, une espèce comme si le monde avait été secoué d'un grand coup, où tout se serait remis à cette question de recréer une horizontalité entre la valeur des choses. M'intéresse. Du coup, ce serait d'une certaine manière, cette exposition, serait comme un lieu de rencontre entre les objets les plus fétichisés, les plus dévalués, où ils pourraient se réapprivoiser, ou enfin, en tout cas, où s'aimer. Et donc, ce que je cherche à provoquer, je ne sais pas ce que je cherche à provoquer vraiment, mais en tout cas, c'est
de s'interroger sur la valeur qu'on donne aux choses, mais ça parle de choses, mais ça parle de tout, ça parle de sentiments, de rapport aux autres, c'est un prétexte toujours, l'objet, pour parler d'autre chose. Justement, il faut préciser que l'alliance entre les deux éléments est permise par cette technique japonaise qui s'appelle le shibari, une technique qui active un imaginaire davantage érotique. Est-ce que c'est une dimension que vous vouliez ajouter à la narration aussi ? Oui, en fait, elle arrive un petit peu tard dans le processus des scénarios qu'on avait imaginés pour la villa. Je me disais que ça manquait un peu de cul. C'était, voilà, donc ça, c'était... voilà, du coup, voilà. Non, mais effectivement, c'était aussi une de mes envies d'un peu de venir érotiser, ou en tout cas faire sortir l'érotique qui existe dans notre rapport aux choses aussi. C'est, encore une fois, l'idée c'est juste de rendre visibles des choses qui existent déjà, en fait. Mais voilà, je pense que c'est ça mon rôle, c'est ce que j'en parlais tout à l'heure par rapport à l'architecture, mais ça existe effectivement par rapport à la sculpture, par rapport aux objets, et de venir un petit peu non, ça. Donc deux autres installations qui ont été produites à et pour la villa. Donc cet ensemble de chaises en bronze qui s'appelle An Endless Summer pose un peu les questions que je vous ai soulevées tout à l'heure, celle d'une traversée des temps autour d'un objet. Donc c'est des objets contemporains avec d'une pièce de valeur commerciale qui inonde nos jardins, nos boutiques de bricolage, tout ce que vous voulez. Là, il se trouve que c'est des chaises en bronze fondues. Donc bon, pour fondre le bronze, il faut vraiment monter à une très forte chaleur. Donc il y a voilà, derrière est sous-tendu une sorte de scénario d'anticipation climatique assez pessimiste. Et puis voilà, donc on est d'une certaine manière encore... Là, la présence humaine n'est plus là, comme en bas avec les sculptures, mais du coup, c'est les chaises qui s'emparent de prendre notre rôle dans cette installation que je qualifierais plutôt d'installation chorégraphique, vu que les objets, même si c'est des objets statiques, très lourds, très assis, sont en mouvement et proposent une sorte de danse catastrophique. En parlant de danse catastrophique, du coup, on peut se diriger sur le Piazzale. Puis on arrive sur la Piazzale, endroit central et emblématique de la villa, où vous faites irruption d'un présent nécessaire et presque apocalyptique, l'écrasement de ces oiseaux mécaniques qui agonisent dans un dernier crachat de sanglots. Qu'est-ce qui se jouait pour vous dans la composition de cette installation à cet endroit précis aussi ? Effectivement, donc ce scénario s'appelle Birds Don't Cry. C'est une autre vision, c'est presque plus une vision prophétique, on va dire. C'est le jour où les voitures pleuvent. Je pense que c'est une installation que je n'aurais jamais imaginée pour... Enfin, elle est faite pour le ciel, celle-ci. Elle est pas faite... elle est faite évidemment devant l'architecture, comme un endroit de menace et presque d'un blasphème fait par le ciel aussi. Bon, donc du coup, c'est... Mais elle est faite plus pour... ma toile de fond, c'est plus... elle est en haut, quoi. Donc du coup, c'était aussi quasiment de terminer ces propositions, aussi d'ouvrir ce qui est fait, tout ce qui a été imaginé pour la villa, l'ouvrir aussi à un endroit plus large, qui est aussi celui du monde, quoi. Aussi. Du coup, celle-ci, elle parle peut-être moins de la question du patrimoine et du bâtiment, mais plus une question un peu plus universelle. Mais la présence humaine aussi commence à disparaître, c'est-à-dire qu'elle est un peu en creux, comme l'installation qui est juste à côté aussi avec les chaises en bronze fondu, je crois. Là encore, on n'a plus les moulages, mais l'absent est présent quand même. Oui, effectivement, absence-présence, je crois qu'elle est vraiment au cœur de mon travail depuis longtemps. Ce qui reste dans ces
dans ces deux installations, celle des chaises et celle des voitures, effectivement, c'est le mouvement, même si c'est un mouvement arrêté, même si c'est un mouvement imaginaire, c'est un mouvement de chute, principalement. Un mouvement de chute, un mouvement d'écrasement, un mouvement de fonte. Et ce mouvement, même si ces objets ne bougent pas, clairement, en tout cas, c'est nous aussi, en tant qu'individus, qui d'une certaine manière, projetons nos corps dans ces objets. Et ils deviennent très, très anthropomorphiques. En fait, puis ces objets, ces frigos, ces chaises, ces voitures, c'est des prothèses, c'est des prothèses performatives, c'est des endroits aussi, des extensions de nos corps, ils sont là pour nous amplifier. Donc dans ces prothèses amplifiées, on voit aussi, c'est des morceaux de nos corps qui s'écrasent, qui fondent, qui coulent, En tout cas, vous êtes de plus en plus à la recherche d'un endroit qui serait à la lisière du white cube et de la black box, je crois. Vous développez de plus en plus une pratique entre l'installation et la performance et vous proposez des activations qui augmentent la mise en récit de vos installations. C'était le cas avec les performances pour les 3 chapitres d'Outre-Monde. Ce sera le cas avec les performances prévues en septembre pour Bad Timing ici à la Villa. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cet endroit d'entre-deux ? C'est des endroits C'est aussi beaucoup des endroits, on en parlait tout à l'heure, des questions de production, étant à la fois intermittent du spectacle et artiste visuel, artiste contemporain. Donc aussi j'ai le privilège de pouvoir naviguer entre plusieurs modes de fabrication, entre de l'argent public et de l'argent privé, entre un milieu syndicalisé depuis des années et une profession très néolibérale, voilà. Mais du coup, c'est des professions qui parlent de relations au monde très, 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 très différentes. Et du coup, j'imagine juste qu'il y a d'autres, qu'il y a un peu des endroits, un peu des manières entre à fabriquer, à inventer. Et ces projets-là, ils sont un peu prétextes à essayer. Pour le moment, on n'a vraiment pas trouvé de solution de ça. Mais en tout cas, chaque projet est un peu un prétexte à m'imaginer une nouvelle manière de fabriquer, mais autant d'un point de vue concret, vraiment de fabrication, mais que d'un point de vue social, que d'un point de vue de citation, que d'un point de vue d'un point de vue économique. Donc, du coup, ces endroits-là, moi, j'y tiens beaucoup, en fait. Et je pense que c'est de mon rôle d'artiste, c'est de créer de la beauté, on va dire, de la beauté des questions, en tout cas. Et aussi de questionner juste sur son rôle de fabricant et d'éduquer les gens à cet endroit-là aussi, d'expliquer comment les choses sont faites et par quel système. La question des systèmes, des flux, de tout ça me passionne. Et je pense que c'est vraiment ma responsabilité d'artiste. Et mon acte politique, il est à cet endroit-là. Il est surtout à l'endroit non visible. Il est tout ce qu'entoure les sculptures. Justement, on le disait, votre conscience écologique se développe et s'exprime à travers vos projets et de manière non frontale, mais dans la réflexion des modes de production, notamment, et dans les choix de matière. Comment, pour poursuivre un peu ce que vous étiez en train de dire, comment cette réflexion se déploie dans le milieu de l'art dans lequel vous évoluez, où la production matérielle des œuvres, où la spéculation, où la valeur de l'œuvre est déterminée par des facteurs qui échappent souvent à l'artiste, et comment avec votre pratique, vous créez votre propre zone de résistance face à cet écosystème ? Elle est difficile à tenir. Même nous aussi, on commence de faire des grandes expositions très ambitieuses, très fatigantes, où il n'y a rien à vendre. C'est pas l'idée de l'année non plus. Hein. C'est pas non plus le modèle. Voilà, c'est un modèle très beau, mais qui est pas viable du tout dans le monde dans lequel on vit, et surtout quand même avec ou sans équipe, mais avec une équipe, on a envie de payer bien, ou tout au moins plus que normalement. Donc non, en tout cas, c'est des questionnements. Pour le moment, on ne trouve pas de réponse. Là, on introduit de plus en plus dans ces projets un petit peu pharaoniques et avec de sable ou d'emprunt, on introduit maintenant de plus en plus
une ou un ensemble de pièces qui permettent qui elles ont une pérennité un petit peu plus habituelle. Mais voilà, en fait, moi cette envie-là, moi j'ai travaillé pendant une dizaine d'années vraiment autour de l'objet, et des objets justement très, très possédables, très montables, démontables, réassemblables, collectionnables, accrochables dans tout type d'intérieur. Et je me suis rendu compte aussi qu'on prenait une habitude, et que la forme de ce que je produisais était énormément induite par l'économie dans laquelle je vivais. Et du coup, je me suis dit, c'est aussi d'une certaine manière inventer d'autres économies pour libérer un geste, libérer... Et donc là, on est passé vers des choses complètement radicales, en basculant dans le monde par le sable, par exemple. Là, on essaye de trouver aussi un endroit de compromis, parce que c'est d'être en accord avec le monde, c'est aussi être en accord avec... on ne peut pas vivre que de beaux gestes, donc il faut aussi être juste, il faut qu'on soit juste aussi par rapport à l'état de notre monde aussi, celui du studio, notre économie d'artiste. Qu'est-ce qu'être un artiste qui vit dans une grande capitale européenne, enfin voilà, donc c'est bien beau d'être juste pour les yeux, d'essayer d'être juste le plus juste possible pour la planète, il faut être aussi un peu juste pour soi. Donc maintenant c'est un endroit, pas un endroit de compromis, c'est encore trouver un endroit juste. Mais qu'on va pas trouver tout de suite, mais on trouvera peut-être. Alors, dernière question vraiment pour boucler la boucle. Ouais. La question du bad timing, pour qui, pourquoi, pour quand, me ramène à 10 ans en arrière où vous étiez pensionnaire, où vous aviez ce projet très ambitieux de banderole qui viendrait peut-être habiller ou cacher l'architecture, les façades, et que vous avez fait plus tard par ailleurs. Mais là, vous revenez avec bad timing, et l'œuvre, en tout cas, qui attrape à l'arrivée en entrée de la villa, l'entrée publique, elle vient couper une statue qui était là pour accueillir habituellement les visiteurs. Donc, est-ce que c'est une manière de boucler une histoire qui n'était pas finie avec la villa ? Oui, c'est un clin d'œil. Cette sculpture d'accueil, c'est une sculpture en pied de Louis XIV qui est coupée en deux par la banderole. Donc voilà, je vous laisse imaginer bad timing pour qui et pourquoi. Oui, c'est une sorte d'hommage, de petit hommage, de clin d'œil en tout cas personnel, et par rapport au lieu, la plupart de l'équipe ici se souviennent de moi ici, et moi aussi. Enfin donc du coup c'est presque plus une private joke entre nous, mais ouais, non, c'est tout. Voilà ce que j'en sais pour aujourd'hui. Il y a des petits textes qu'on a écrits avec ma coéquipière Céline, qui accompagne chaque installation, qu'en diront un petit peu plus. Et si vous avez envie d'en voir davantage, un peu plus loin là-bas, il y a la Gypsothèque où il y a une dernière installation. Vous avez jusqu'au 25 septembre 2023 pour découvrir l'installation à la Gypsothèque, pour vous mettre au frais avec le Narcisse de la Citerne, ou pour écouter le dernier souffle de ces oiseaux mécaniques échoués sur la Piazzale de la Villa Médicis à Rome. Notez que l'activation des installations est prévue tout au long du week-end du 9 et 10 septembre grâce à un programme de performance créé in situ. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur les plateformes d'écoute. Et si vous appréciez ce travail, sachez que vous pouvez désormais le soutenir via une cagnotte Tipeee. Vous trouverez le lien dans la bio. Merci de votre écoute et merci de votre soutien. C'est un contraste avec ce que nous écoutions avant, je vous le disais, le style, donc toujours le Salve Regina avec l'ensemble Musica 13 et Roland Herabédian qui va diriger ces concerts de chant libre donc, dans ces belles régions de la Côte d'Azur. Et puis après avoir écouté Georges Giffra avec la Rhapsodie hongroise numéro 2, le niveau d'écouter, la Hongrie ne peut pas se plaindre de ces compositeurs qui se sont penchés sur ce folklore et qui s'en sont inspirés. Puis c'est le numéro 5 célèbre de Brahms dans la version du Philharmonique de Vienne et Claudio Abbado à la direction.